On peut y aller, Vincent, ça va commencer. C'est parti. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter. Puis désolé du retard, du petit retard. Voilà, le temps de charger la plaquette et la présentation donc de ce webinaire sur la souveraineté et l'intelligence économique. Sujet évidemment très vaste qui fera l'objet évidemment d'un retour avec un cours sur 2 jours, le 28 et 29 mars, dans le cadre de l'Exed Central Supélec. Vous pouvez retrouver le détail du cours sur exed.centralsupélec.fr et donc l'intitulé, comme indiqué, souveraineté et intelligence économique. Euh, Aujourd'hui, donc, on a 1 heure pour présenter cette matière. Euh, voilà, donc n'hésitez pas aussi à évidemment échanger. Donc, on a le chat, à poser des questions. Certains d'entre vous connaissent bien la matière parce que peut-être l'étudient, sont peut-être dans le domaine public ou dans certains ministères. Voilà, donc ça vous paraîtra peut-être parfois des choses évidemment bien connues de votre part. Et puis pour les gens qui viennent du privé, qui sont encore étudiants, ça va élargir votre domaine de connaissances et vous permettre de vous adapter, on va dire, aux attendus actuels, notamment sur le plan de la souveraineté et de la protection des entreprises. Alors, c'est vrai que la souveraineté, c'est un mot que l'on connaissait bien avant le phénomène post-Covid, qui est une politique qui a été amenée notamment par le biais du président de la République et de différents ministères, dont celui de l'économie, celui de la transition écologique. Et le terme de souveraineté est évidemment aussi très très vaste, et on l'avait déjà connu à l'époque, hein, sous le général de Gaulle, qui lui-même a initié cette politique dès son arrivée en 58, sa seconde arrivée en 58. Il a été très vite président en 46 pendant quelques mois, puis retour 5e République avec la constitution qu'on connaît aujourd'hui en 58. Et la souveraineté avait été un des piliers de sa politique gouvernementale dès 1958. Et le phénomène post-Covid que j'évoquais tout à l'heure nous remet dans cette condition, dans cette politique, et avec une volonté justement de la déployer suite à des problématiques que l'on a tous rencontrées, ou en tout cas connues par le biais des médias, ou vécues personnellement avec la problématique des masques, des aiguilles pour les vaccins, et aussi la supply chain, la chaîne logistique, pour améliorer l'importation et bien sûr euh, l'exploitation des médicaments qui manquaient en Europe et plus particulièrement sur le territoire national. Donc d'où cette reconquête de souveraineté pour garder cette autonomie industrielle, hein. Donc voilà. En tout cas, je vais vous évoquer les différentes parties du cours et pourquoi on lit souveraineté et intelligence économique, puisque ça en fait partie, hein. L'intelligence économique, c'est évidemment quelque chose qui est né en 94 grâce à Henri Martre, ancien PDG d'Aérospatiale, qui lui a amené cette matière en France, qui a écrit un rapport. Ensuite, il y a eu un deuxième rapport, le rapport Carillon en 2005. Et déjà, on parlait aussi de souveraineté. Et là, le lien est fait puisque on parle à la fois après l'événement post-Covid de souveraineté et l'intelligence économique qui, en France, date de 1994. Donc voilà le lien qui est fait entre ces deux matières. Et je vous propose de fait de vous énumérer, parce que ce matin, nous allons voir la partie historique, hein, on en parlait un peu tout à l'heure, et on va aller jusqu'aux politiques de souveraineté. Alors ces politiques de souveraineté, elles vont peut-être vous paraître un petit peu, comment dirais-je, en tout cas très, très fortement adaptées, mais dans la souveraineté, on a également le phénomène, vous savez, de transition numérique et de transition énergétique, euh, voilà, qui fait également partie de ces politiques de souveraineté, c'est-à-dire qu'on puisse nous-mêmes avoir nos propres
notre propre transformation de l'énergie, notre propre production d'énergie, qui soit moins dépendante des hydrocarbures, et puis notre propre modèle en fait d'adaptation à la transition numérique. Donc ça, on va le voir ce matin. Et puis après, pour le cours du 28-29, vous verrez. Donc ce matin, on va aller jusqu'aux politiques de souveraineté et enjeux économiques. On va s'arrêter à l'état du droit. Et puis ensuite, on a donc un vaste champ sur 2 jours de cours où on verra ensuite les relocalisations, les aides d'État, les comparaisons internationales, l'énergie, la compétitivité. En grand 3, ensuite, on verra les hypercompétitivités et les guerres économiques. On va aborder ces thèmes. Hein. La notion de guerre économique étant née dès 1991. La partie 4, on verra l'espionnage économique et la protection du patrimoine des entreprises. Sur la partie 5, nous verrons la recherche et développement et la protection de l'humain, protection des brevets et la protection des dirigeants et des salariés. Partie 6, influence d'entreprise et respect des normes RSE, travail durable et numérique, transition durable et numérique. Partie 7 sera consacrée à la veille économique, gestion de sa veille informationnelle, on fera un cas pratique en cours, ça c'est la partie 7. Et puis sur la partie 8, on reviendra sur les enjeux de souveraineté, cette fois-ci plutôt à l'échelle européenne, avec l'implantation, en tout cas la volonté de l'Europe et de la Commission européenne à instruire de nouvelles normes pour justement que l'Europe soit encore plus compétitive et puisse établir des normes à l'échelle européenne, parfois évidemment dans un jeu de relations internationales avec les autres pays. Donc voilà pour la présentation des 2 jours. Je vous propose que l'on commence tout de suite par le cours et que l'on aborde tout de suite la première slide de ce cours. Donc, quand même, avant de commencer, une petite définition de l'intelligence économique de Camille Bolland, donc, qui est économiste. Donc l'intelligence économique, c'est avant tout, comme je vous l'ai expliqué, la collecte, le traitement et l'analyse et l'exploitation des informations et des connaissances en vue d'augmenter l'efficacité économique des agents. L'action de l'intelligence économique, on peut associer la communication d'influence qui permet aussi d'améliorer la croissance d'une entreprise ou d'une stratégie. Vous voyez que déjà dans la définition de l'intelligence économique, on a la notion de stratégie. D'où le lien fait avec la souveraineté, qui aujourd'hui est un thème prégnant pour notre économie, améliorer la compétitivité et améliorer la chaîne de valeur, tout en respectant évidemment les politiques de transition durable, de transition numérique. Et donc là, on peut dire que l'intelligence économique est une matière qui aujourd'hui est portée par le ministère de l'économie, par la Direction générale des entreprises. Elle est totalement intégrée dans cette stratégie de souveraineté. Donc voilà pour une première définition qui date de 2004. Autre définition, puisque dans l'intelligence économique et la notion de souveraineté, vous avez une notion de géoéconomie. Donc effectivement, la géoéconomie est initiée à la base en 90 par un géoéconomiste, à la base géographe Edward Luttwak, américain donc, et la géoéconomie donc est l'analyse des stratégies d'ordre économique, notamment commerciales, décidées par les États dans le cadre de politiques visant à protéger leur économie nationale ou certains pans bien identifiés de celle-ci, à aider leur entreprise nationale à acquérir la maîtrise des technologies clés. Bon, là, je vous passe en tout cas la lecture de cette définition qui est assez longue, mais l'idée de la géoéconomie, évidemment, c'est de regarder tout ce qui se passe entre États et entreprises nationales. Le lien État-entreprise nationale comme un élément de puissance et de rayonnement international. On regarde un petit peu les interactions qui permettent à ces entreprises et à l'État de rayonner dans le monde et voir ce qui se passe. Alors ça peut passer notamment par l'étude, on en parlait, l'actualité en parlait, des traités
commerciaux comme le traité avec le Mercosur, le traité TAFTA, le traité de l'Atlantique Nord. Donc voilà l'aspect géoéconomique qui rentre aussi dans notre cours. Ensuite, l'intelligence économique. C'est vrai que en France, on l'a abordé dès 94, mais aux États-Unis, l'intelligence économique en fait a été fondée en 67 par Harold Wilensky dans un ouvrage intitulé L'intelligence organisationnelle, et puis repris ensuite par divers services américains et encore redéveloppé sous Bill Clinton en 94 avec la mise en place d'Advocacy Center qui permettent de faire le lien entre les entreprises privées et l'État et qui permettent d'initier évidemment une politique très proactive d'influence et de rayonnement des entreprises américaines en Europe et puis dans le monde. Donc voilà, 94, c'est aussi, je vous le rappelle, la date de la sortie du rapport Martre, qui fait le constat en France d'un retard sur cette réflexion sur l'intelligence économique, puisque on manquait de bases de données. Les Américains avaient déjà des bases de données comme LexisNexis. Ils avaient déjà les fondements dès 94 d'Internet et de liens entre bases de données qui permettant de connaître l'activité des entreprises et connaître ce qui se passe, en tout cas, sur les captations d'entreprises. Ça fera partie aussi d'un élément du cours. Et voilà pour le côté américain dès 94. Vous voyez, ça commence à être ancien, mais voilà, on a su aussi s'adapter. Et puis, bien sûr, il y a eu la révolution Internet qui a permis de maîtriser cette information, en tout cas de la sélectionner, de la traiter et de l'analyser. Voilà pour l'introduction sur l'aspect intelligence économique et géoéconomie. On continue. Alors ça, c'était uniquement des définitions. On commence donc la première partie du cours. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première introduction? Pas de Oui, questions. alors, je me permets, Vincent, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, vous avez un onglet questions tout en haut de votre écran normalement. C'est dédié à poser des questions, donc n'hésitez pas. Et Vincent, je te dirai au fur et à mesure de la présentation si on a des nouvelles questions. Bah, je te remercie Arthur. Merci beaucoup. Voilà, donc introduction sur les définitions. Je pense que on commence un peu à comprendre. On va aller donc sur 40 minutes de cours désormais pour vous présenter l'histoire de cette matière-là. Sous-entendu que la souveraineté, elle a toujours existé à travers les liens entre empires, entre régions au cours de notre histoire. Ça, c'est depuis l'Antiquité, bien avant l'ère chrétienne, etc., etc. Donc on a euh, dans la souveraineté cette volonté d'imposer des normes, d'imposer des échanges, d'imposer voire des politiques. Et dès les origines de l'humanité, autour du bassin méditerranéen, on a eu ces politiques d'échange, de curiosité commerciale, et c'est ce qui fait les fondements de l'histoire du renseignement commercial et de l'intelligence économique. Donc, je vous ai mis une petite carte en haut à droite qui vous montre la dynamique des échanges en Méditerranée et qui vous montre. Alors là, c'est une carte hein, qui date, on peut la dater de facilement 5 siècles avant Jésus-Christ, où vous voyez l'Empire phénicien, hein, on voit en bleu, dit Levant, qui émet ses routes commerciales, ses produits, puisque on peut trouver déjà des échanges de poterie, de cuivre, d'ivoire, d'or évidemment, sur tout le bassin méditerranéen. Vous voyez que la flèche remonte même jusqu'en Irlande, jusqu'en Armorique de l'époque. Ensuite, vous avez l'Empire grec, vous voyez, qui est plus marqué en marron, qui lui aussi, évidemment, émet énormément de produits commerciaux et qui
crée sa richesse, donc l'Empire grec et l'Empire phénicien, à ne pas confondre avec l'Empire vénitien, qui viendra un peu plus tard, on le verra. Donc c'est tout d'abord cet empire vénitien, phénicien, pardon, qui maintenant se situe au niveau du Liban, la ville de Tyr. Voilà, l'origine de cet empire qu'on voit tout à fait à droite de la carte et qui rayonne sur le bassin méditerranéen. L'Amérique, la Grèce sont la marque pour les historiens des premiers échanges commerciaux dynamiques liés par la mer avec un rayonnement et des comptoirs. C'est-à-dire que vous voyez sur la carte en rosé, sur l'Afrique du Nord notamment, le bas de l'Espagne, la Sardaigne et la Corse, vous voyez des comptoirs phéniciens déjà qui s'installent. Ça veut dire que les États, évidemment, installent leur politique, leurs normes, voire leurs poinçons, c'est le début des poinçons pour éviter déjà les contrefaçons. Donc on a déjà des rayonnements étatiques d'empires à travers les échanges commerciaux qui s'installent. On voit aussi que la Grèce, vous voyez, a des comptoirs qui débordent en marron clair sur euh, donc la mer Noire et puis sur la partie étrusque, qui n'est pas encore la partie romaine et qui impose aussi sa culture, ses pièces de monnaie, son savoir-faire et bien sûr en dépassant de l'autre côté de la Méditerranée sur l'Égypte. Donc un échange entre l'Afrique et la partie européenne très dense dès les origines des échanges commerciaux. Voilà pour les premiers fondements. Voilà, hein, c'est l'époque minoenne, l'époque mycénienne, l'âge du bronze. On est encore au-delà, bien avant 5 siècles avant Jésus-Christ. Hein. On peut faire remonter à 12, 13, 14 siècles avant Jésus-Christ très facilement, évidemment, où déjà la maîtrise de la mer était déjà d'actualité. Donc voilà, et évidemment, les peuples s'échangeaient des pratiques, hein, copiaient, regardaient ce que faisait l'autre et permettaient de faire avancer sa propre production. Notamment les amphores, les vases, la culture de la poterie, etc., etc. Donc ça, et puis les premiers éléments de protection du patrimoine économique sont arrivés aussi à cette époque, très ancienne, très reculée de notre histoire. Jusqu'à évidemment l'Empire romain et puis ensuite l'Empire byzantin qui viendra peu après. Évidemment l'Empire égyptien également, hein, qui rayonne et qui permet d'échanger avec l'Empire grec dès le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ sous ces formes d'échanges commerciaux. Voilà pour cette brève histoire, hein, du début des échanges commerciaux. Et on peut parler de début d'un prisme sur l'intelligence économique, à savoir comment fait l'autre, comment moi je peux progresser dans ma fabrique de tel ou tel produit. Voilà pour les origines des échanges commerciaux, et je passe à la slide suivante où on va voir euh, d'autres politiques de souveraineté. J'en parlais tout à l'heure. La souveraineté n'est pas nouvelle. On en reparle aujourd'hui du fait, comme je vous l'avais dit, du phénomène post-Covid. Vous vous souvenez, voilà, il y avait un manque de masques et les masques ont dû être achetés sur un tarmac. En tout cas, nous ont échappé à certains pays au profit des États-Unis avec de l'argent liquide. Enfin bref, alors que peut-être que certains États pensaient que les Chinois, en tout cas, qui vendaient ces masques, devaient fournir une facture ou voilà un billet à ordre ou voilà mais non, en fait, il y a eu dans cette guerre des masques, en tout cas, une volonté aussi d'autres pays de capter cette production à son profit. Et cette affaire de tarmac et de prise des masques sur l'aéroport s'est soldée en fait par l'arrivée des Américains qui, eux, ont payé en liquide. Euh, et c'était au mieux 10 ans, en fait. Et donc, les masques sont partis en premier lieu tout d'abord plutôt sur le continent américain pendant la crise du Covid. Voilà pour la petite anecdote, mais c'est vrai que la souveraineté, la protection, ça date de
fort longtemps. Et, bien sûr, on en a eu des effets aussi durant l'histoire de France avec le mercantilisme. C'est la première politique de protection économique. Alors, qu'est-ce que le mercantilisme sous Louis XIV, grâce à Colbert? C'est tout d'abord des tarifs plus élevés pour importer, des taxes à l'entrée des produits et la prohibition de marchandises. C'est ça la politique de Colbert, c'est de protéger la production des manufactures qui commencent à naître, la manufacture des Gobelins, vous avez la manufacture des glaces qui deviendra et des miroirs qui deviendra plus tard l'entreprise Saint-Gobain. Donc vous voyez que dès 1665, sous le règne de Louis XIV, on a les bases de notre industrie que l'on connaît encore aujourd'hui, puisque ces manufactures, celle de Sèvres par exemple, existent toujours. Et on a aussi les premières bases du renseignement économique durant cette période. Voilà, je vous ai mis à droite le comte Daru, général Daru et comte, qui a officié sous l'Empire napoléonien. Et à gauche, vous avez la galerie des glaces. On reviendra sur cette question-là, en tout cas cette affaire de la galerie des glaces, puisque c'est aussi les premières opérations de renseignement économique. C'est-à-dire que Louis XIV n'avait pas, en tout cas en France, on n'avait pas assez de connaissances sur la qualité des miroirs et des glaces. Et de fait, nous avons été obligés d'aller à Murano chercher des artisans italiens qui avaient, eux, la maîtrise des miroirs beaucoup plus finement, et ce qui a permis de terminer la galerie des glaces. Donc les artisans italiens ont été ramenés en France. Malheureusement, ils étaient soumis au secret au sein de la République vénitienne cette fois-ci. Alors j'ai peut-être sauté une... Non, je suis bien, c'est impeccable. Voilà, et c'est la République vénitienne qui protégeait ce savoir-faire. Et ils ne pouvaient pas retourner chez eux. Après, il y a eu des négociations, des échanges d'argent. Ça a fait l'office d'un roman, de quelques littératures sur le sujet. Et ça a permis de capter cette connaissance et puis de connaître la galerie des glaces que l'on connaît au château de Versailles aujourd'hui. Donc voilà comment le renseignement économique. Alors là, pour le coup, c'est des choses qui ne sont pas légales. Évidemment, quand on parle, nous, d'intelligence économique, c'est évidemment de l'information ouverte et du traitement d'informations ouvertes et de l'échange, bien sûr, tout à fait légal. Là, on parle de choses qui dépassent évidemment les lignes du droit. Voilà pour cette première affaire, on va dire, cette première base du renseignement économique. On connaît tous des exemples de captation de savoir-faire sur notre territoire, des choses qui ont été en tout cas emmenées un peu à l'extérieur. On pourra en reparler pendant le cours du 28-29 mars, savoir qu'est-ce qui a été capté auprès de nos entreprises. Et là, on ne sera pas évidemment au XVIIe siècle, mais on sera bien au XXe, XXIe siècle sur des affaires tout à fait récentes. Après, sous Louis XV, vous avez eu d'autres affaires. Voilà, pour le coup, toujours la France à la manœuvre, l'affaire des chronomètres de marine. L'espion du roi, Charles-Pierre Claret de Fleurieu, a été envoyé pour un horloger du roi percer le secret de John Harrison sur les chronomètres de marine. Nous avions un retard pour calculer les longitudes en matière maritime. Un retard qui a été donc rattrapé grâce à cet espion du roi. À l'époque, on appelait les services de renseignement le cabinet du roi, cabinet secret du roi, et c'est là où officiaient les officiers de renseignement, les agents de renseignement du roi. Napoléon a continué cette politique, puisque l'Empire a été malmené évidemment pendant plus de 15 ans, notamment pendant la guerre avec l'Empire austro-hongrois, et la volonté de Napoléon avec Daru, que vous voyez en photo sur votre droite, le comte Daru, qui lui était, on va dire, l'équivalent du commissaire général des armées, l'équivalent aujourd'hui
du général commandant le commissariat aux armées actuellement. Donc le comte Daru qui gérait ces affaires aussi de renseignement économique avec d'autres, hein, Schulmeister, le fameux espion du roi, Emery qui était un maréchal des logis de la garde de la gendarmerie d'élite, qui lui aussi opérait sur des sujets de renseignement économique, et notamment Emery, mais aussi Schulmeister, devait récupérer des presses pour faire des faux billets, pour faire monter la planche à billets et l'inflation de monnaie pour que les États comme l'Angleterre ou l'Autriche dévaluent sa monnaie et qu'il y ait en tout cas une crise économique au sein de ces empires. Donc il y a une volonté tout au long de l'histoire de vouloir justement opérer des opérations de renseignement, des opérations économiques pour déstabiliser certains États. Donc on voit déjà là des jeux pour maintenir en tout cas son patrimoine, maintenir son implantation territoriale. Bon, là, la question de l'empire à l'époque napoléonien est assez forte. L'idée, c'était aussi d'affaiblir les États qui voulaient rentrer en guerre avec l'empire napoléonien. Et voilà quelques exemples en tout cas euh, d'actions très fortes pour développer le rayonnement de son savoir-faire, de son empire et de ses territoires conquis. Donc voilà pour la partie napoléonienne. On continue ensuite dans le développement des entreprises d'État, j'en parlais tout à l'heure, de la manufacture des Gobelins. On a un rayonnement, une volonté politique d'imposer sa stratégie économique, sa stratégie industrielle. On a par la suite la cristallerie Baccarat qui est fondée dès le XVIIIe siècle. Et puis après, vous connaissez aussi l'histoire de l'industrie en France, le Creusot, avec dès le XIXe siècle, donc la famille Schneider qui s'installe au Creusot pour fabriquer donc les locomotives. Voilà, donc on a vraiment cette puissance de rayonnement, cette volonté d'avoir, en tout cas en tant qu'État, la volonté d'instruire une politique industrielle, une politique de fabrication souveraine, hein, et de protéger son savoir-faire. Bon, alors il y a eu des exemples un petit peu malheureux, effectivement, parfois avec l'histoire des chronomètres de marine, mais bon, la France n'est pas unique dans ce type d'action. Vous avez l'Angleterre qui n'avait pas non plus toute la connaissance des cartes marines, qui a été se renseigner auprès de l'Empire portugais. Voyez, donc on a déjà des choses qui se passent non seulement en France, mais aussi les autres pays européens qui parfois se renseignent sur le savoir-faire d'autres pays. Hein. C'est pas propre à l'État français. On passe ensuite à la suite. Sur la 5e slide, les conquêtes commerciales, hein, j'en parlais tout à l'heure sur le slide suivant, hein, la volonté d'imposer ses politiques et sa souveraineté, hein, et sa vision de l'économie. Évidemment, plus l'histoire avance, plus les époques avancent, le 19e, le 20e siècle voit naître une sorte de globalisation que l'on avait un petit peu vue, notamment avec l'assise anglaise, c'est-à-dire que les Anglais maîtrisant les mers, on assiste déjà au début de cette globalisation. Donc on peut dire que les conquêtes commerciales ont commencé à supplanter les conquêtes territoriales au cours du 19e siècle. Donc contrairement à la conquête territoriale effectuée le plus souvent par le recours à la guerre traditionnelle, on peut dire que la conquête commerciale vise à accroître la puissance d'un État par l'élargissement de sa sphère d'influence sur des marchés extérieurs. Alors là, on parle un petit peu d'économie. Pourquoi? Parce que ça nous ramène toujours à l'histoire de l'Angleterre qui maîtrise les mers et qui ensuite, donc après des conquêtes territoriales, se développe des conquêtes commerciales. On a cette globalisation
de l'histoire et globalisation de l'économie qui commence à rentrer en ligne de compte. D'autant plus que Ricardo, lui, nous parle bien sûr de compétitivité entre États. Hein, il compare le Portugal justement et l'Angleterre en disant il vaut mieux que les Portugais continuent à faire du vin parce qu'ils sont beaucoup plus productifs et en plus leur bien prend de la valeur et ils peuvent échanger en tout cas beaucoup plus de draps avec l'Angleterre. Donc on a déjà une division internationale du travail qui se met en place en fait avec une Angleterre qui devient fortement industrielle dès le 19e siècle et qui, aux compétitivité prix, gagne aussi des parts de marché. Donc, il conseille à l'Angleterre de continuer à produire au niveau industriel des textiles pour garder en tout cas ses employés à faire ce travail et échanger avec le Portugal pour avoir plus de vin, plus de barriques, plus de voilà et tout, on va dire que c'est un contrat gagnant-gagnant, puisque également la valeur de la production portugaise en barriques, en vin, etc., en alcool grandit, et ils n'ont pas voilà, à se spécialiser dans le textile ou la production de draps, et même s'ils le font, mais en tout cas se spécialiser dans un domaine pour ensuite importer à moindre coût et des produits peut-être mieux fabriqués, ça évite aussi au niveau du personnel, au niveau des ouvriers, de trop diversifier. Donc on parle de cette théorie qui élargit en fait l'idée de souveraineté, qui élargit la production économique et qui divise, on va dire, internationalement le travail. Donc on peut parler d'une sorte de globalisation dès le 19e siècle. Aussi, toujours l'Angleterre hein, qui sort vainqueur, on va dire, de ce combat, enfin en tout cas de cette guerre avec l'Empire napoléonien. Et à la guerre traditionnelle, on va dire, s'ajoute une guerre économique. On a d'autres exemples, alors beaucoup plus récents dans l'histoire, où les Anglais s'opposent aux compagnies maritimes hollandaises privées en 1689, hein, la VOC, qui voilà, les Anglais, eux, souhaitent mettre fin à l'hégémonie des compagnies maritimes hollandaises et voilà, on va dire une mésentente commerciale débouche sur un conflit, en tout cas militaire. Voilà, on a un autre exemple avec les guerres de l'opium en Chine, hein, menées par les Anglais, où on a un blocage commercial qui se transforme en guerre conventionnelle. On a deux guerres de l'opium qui se terminent en 42 et en 1860. La dernière, y participera d'ailleurs l'État français, et qui donnera aussi la création de la HSBC à Hong Kong. Donc on a déjà, vous voyez, au-delà de la guerre qui oppose deux États pour des questions de non-économie, de non commercial, on a des questions commerciales qui débouchent sur des guerres économiques. On a déjà ces affrontements qui se mettent en place de conquête commerciale. Donc ça débouche aussi sur la fin d'une ère en Chine, l'ère Qing, hein, qui développe du coup des comptoirs européens en Chine. On a de fait des États européens qui s'installent en Chine suite à ces guerres de l'opium. Donc on a cette globalisation de l'économie qui se met en place dès le 19e siècle. Ensuite, vous avez toujours du côté français cette idée ensuite que la guerre débouche sur une protection économique. On le voit dès la Première Guerre mondiale, hein, on a un principe de l'arme économique dans la manière d'aboutir à un résultat. Donc ce sont les Allemands, hein, avec l'auteur Herzog, qui met en place cette volonté d'armes économiques dans un ouvrage. Et le ministère de la guerre français lit cet ouvrage et donc organise dès 1915 un système de renseignement économique pour répondre à l'ouvrage allemand d'Herzog. Donc ensuite, on a eu une section d'ailleurs de contrôle qui a été créée, dirigée par Jean Tannery, qui était conseiller référendaire à la Cour des comptes. Et cette section dut organiser la collecte d'informations nécessaires donc en amont à la mise en œuvre des actions de guerre économique. Donc, vous voyez, il y a une pratique
pour déstabiliser. Alors là, ça fait suite à un conflit conventionnel, mais voilà, on va dire que cette pratique de renseignement économique est restée après la Première Guerre mondiale, et un savoir-faire qui est resté au sein des états-majors pour justement protéger sa compétitivité et sa production. Vous voyez, tout ça pour vous dire que l'idée de souveraineté et de compétition économique n'est pas nouveau, et qu'il est important pour pouvoir protéger son outil productif, son appareil productif, protéger ses entreprises et l'emploi, de mettre en œuvre déjà cette politique, hein. Voilà pour la slide numéro 5. On continue. Alors, 6. Alors j'en parlais tout à l'heure, hein, sur la protection des empires commerciaux. On a parlé de l'empire anglais qui se protège, mais on voit qu'il y a une ouverture au fil du temps. On a vu la carte tout à l'heure de alors c'était plutôt l'empire grec, mais on pourra revenir sur la carte, mais il y a une autre carte qui arrive sur la slide 7. L'exemple de Venise et des doges de Venise qui, eux, voilà, ont aussi beaucoup produit, beaucoup exporté et généré beaucoup de production de biens et d'échange de biens surtout à travers le temps, dès le XIIIe siècle, c'est-à-dire dès la première chute de Constantinople, hein, quand les croisés en 1204 prennent Constantinople. Ça fait l'affaire des Vénitiens et des doges de Venise. Et puis après, effectivement, Venise se propose de protéger Constantinople de 1204 à 1453, vous voyez, jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans. Le règne de Venise est assez fort, et d'ailleurs on va dire, se frotte aussi à la volonté hégémonique de Gênes, qui devient une capitale monde quelque part, hein. C'est la théorie de Fernand Braudel de dire que les capitales mondes se déplacent au cours de l'histoire, hein. C'est intéressant comme théorie, puisque ça permet de dire que on part de l'empire phénicien, hein, le Liban actuel, on va dire, l'Égypte, la Grèce, Venise, Gênes, etc. Ensuite Paris avec Napoléon, et puis euh, et puis ensuite l'Angleterre avec la Révolution industrielle. Et aujourd'hui, on pourrait dire que New York, les États-Unis, peut-être la Chine demain deviendrait une ville-monde qui se déplace comme ça au cours de l'histoire, dans un cercle concentrique dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin bref, il y a toute une théorie là-dessus très intéressante. Donc voilà la protection. Alors pourquoi je vous parle de protection des empires commerciaux? C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la souveraineté économique et l'intelligence économique, vous avez la question des fraudes, de la contrefaçon, de la protection des normes, de la volonté d'imposer nos normes de production. On les connaît tous avec les normes ISO, avec d'autres normes, ça peut être des normes comptables, euh, voilà. Et puisque les Phéniciens, eux, ont inventé. Alors ça, là aussi, il y a un débat avec les Génois, mais on pense que la double comptabilité vient des Phéniciens, de l'Empire phénicien, hein. Donc voilà, on a une protection des empires, donc les sceaux, hein, mis sur les produits qui viennent de Venise permettent de protéger de la contrefaçon. C'est-à-dire que déjà, sur les marchés de la Hanse allemande actuelle, à cette même époque, il y avait déjà de la contrefaçon, il y avait déjà des opérateurs et des agents qui contrôlaient s'il n'y avait pas de distorsion de concurrence avec des objets qui seraient contrefaits. Donc les foires allemandes de l'époque, les Vénitiens allaient contrôler, avaient des agents qui regardaient s'il n'y avait pas de contrefaçon de leurs produits, vendus évidemment moins cher, et de fait qu'il y ait des distorsions de concurrence. Ensuite, on peut parler, toujours dans la protection des empires, l'Empire britannique, hein, j'en reparle beaucoup parce que c'est, on va dire, l'empire, en tout cas la nation, l'État qui a le plus contribué dans notre histoire proche à ces échanges commerciaux et à cette volonté d'hégémonie commerciale, hein. Euh, Pendant très longtemps d'ailleurs, les Anglais ont protégé
via une politique malthusienne leur production agricole, avec des barrières commerciales. On parle des corn laws, vous savez, tant que le prix du blé est à ce niveau-là d'importation, hors de question d'importer du blé en Grande-Bretagne. On s'aperçoit que de fait que euh, les moissons étaient moins bonnes, ou que le temps ne permettait pas une bonne récolte, il y a eu toujours une forte dépendance alimentaire de l'Empire britannique, et de fait, la politique des corn laws, c'est-à-dire de l'importation de blé, cette barrière a été abaissée, c'est-à-dire que au cours de l'histoire, entre le 19e et 20e siècle, finalement, la Grande-Bretagne a régulé ce marché en permettant justement à du blé moins cher d'arriver et de lisser, de permettre de lisser ce déséquilibre alimentaire et d'ouvrir en fait l'Angleterre au marché agricole. Hein. Mais très longtemps, en fait, l'Angleterre a protégé via une politique malthusienne euh, son économie agricole et déjà l'Empire britannique avait une forte exportation et un fort rayonnement commercial pour exporter, mais via son industrialisation au XIXe siècle, mais il y avait une barrière en tout cas sur la souveraineté alimentaire. Mais de fait, il y avait trop de fléchissement et de dépendance alimentaire au sein de cet empire britannique et de la Grande-Bretagne. Et de fait, cette barrière des corn laws a volé en éclats au milieu du 19e siècle, euh, grâce aux députés Tory notamment. Et là aussi, ça vient en retour sur les politiques ricardiennes. Hein. Donc Malthus et Ricardo se sont opposés pardon là-dessus pour dire que Ricardo disait mais non, le fait d'importer du blé, ça va permettre de lisser ces déséquilibres et se compense à l'échelle internationale via les échanges commerciaux. Hein. Et donc on a une ouverture, on va dire, du commerce et de l'importation des produits agricoles un peu plus large au niveau de la Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle. Donc il n'y a pas toujours eu des protections, heureusement, il y a aussi une ouverture sur le monde à l'importation d'autres produits en Grande-Bretagne. Donc voilà sur la protection, en tout cas pour la société anglaise. Un autre exemple, celui du Japon, qui s'est protégé de 1639-1854. Les shoguns ne souhaitaient pas que les produits venant d'Europe ou d'Occident influent la société japonaise du fait de l'influence aussi trop forte du christianisme sur le shintoïsme. Voilà. Bon. Donc du coup, on a déjà, vous voyez, des exemples de protection d'empire et puis d'ouverture, hein, puisque le Japon n'est pas resté fermé. Il a même technologiquement, dès le 19e siècle, pris un essor tout à fait important, avec une ouverture commerciale qui, dès le 19e siècle, on a cette ouverture, cette globalisation dont on parlait dans le titre précédent. Donc voilà sur cette histoire brève. C'est vrai qu'en une heure, c'est un peu difficile, mais on va continuer et je vais vous montrer justement la carte qui vient sur l'empire vénitien cette fois-ci et pas phénicien. Voilà, vous voyez tous les comptoirs vénitiens. Voilà, dès le XIIIe siècle. Vous voyez l'importance de cet empire hein, qui a protégé son savoir-faire avec des poinçons, des échanges commerciaux, des accords avec l'empire byzantin que l'on voit entre la mer Égée et la mer Noire, hein, donc Istanbul aujourd'hui. Et justement, Venise vient protéger Byzance. Des accords commerciaux sont effectués avec cet empire qui tombe en 1493 par la prise de Constantinople par les Ottomans. Donc voilà, intéressant, vous voyez, de voir déjà qu'au cours de l'histoire, l'homme, et ça rejoint un peu l'idée de psychologie qu'on met aussi dans l'intelligence économique, a toujours voulu rayonner, imposer ces normes, et on le voit aujourd'hui, et on le verra dans le cours du 28-29,
à travers ce qui se passe entre la Chine, l'Europe et puis les États-Unis, voire la Russie, sur une volonté d'imposer son économie, ses pratiques commerciales et s'étendre. On le voit aujourd'hui avec la Chine, avec les routes de la soie, hein, puisque aujourd'hui, vous voyez que la Chine porte son dévolu sur des ports comme Gênes, aimerait porter son dévolu sur des ports, on ne le voit pas sur la carte, espagnols comme Valence, et le port du Pirée en Grèce a déjà été, on va dire, capté économiquement, en tout cas, appartient à une société chinoise. Donc vous voyez ces questions d'empire, de rayonnement commercial, ce n'est pas nouveau. Donc l'intérêt de regarder la période actuelle, c'est aussi de regarder les périodes précédentes, et l'histoire est un éternel recommencement. Alors on espère que ce ne soit pas toujours le cas dans certaines situations, mais en tout cas, sur tous ces aspects commerciaux, de captation de marché, on peut dire que ça revient et que l'histoire se répète. Voilà pour cette partie historique. Je vous propose donc de continuer, puisqu'il nous reste encore 5 bonnes minutes, et avant de faire une petite pause de quelques minutes, sur voilà, l'intelligence économique, sachant est-ce que le fait de vouloir prendre des parts de marché, que l'entreprise puisse être rayonnante et influente dans le monde, est-ce que ça fait partie de l'intelligence économique? On peut dire que oui, en tout cas l'étude de ce phénomène fait partie de l'intelligence économique, comme la protection d'un territoire, la protection d'un État fait partie de l'intelligence économique. Alors, la protection, là, on est toujours sur la protection économique, hein. Voilà. Donc l'intelligence économique dans son acception moderne date, on va dire, du début des révolutions industrielles. On a les dirigeants des manufactures qui cherchent un moyen de protéger leur invention. On a la France qui se dote d'une législation sur la propriété des brevets dès la Révolution française. On a ensuite le Crédit Lyonnais, qui est le bel exemple en fait d'une entreprise qui se met à faire de l'expansion de l'influence et du renseignement économique pour s'installer en Russie, commercer avec le Moyen-Orient et avec de larges moyens d'enquête. Donc c'est le début d'une stratégie, et le Crédit Lyonnais d'ailleurs a été étudié par la Suède pour initier ces documents et ces rapports sur l'intelligence économique. Ils sont beaucoup intéressés à l'entreprise Michelin et notamment donc au Crédit Lyonnais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment d'autres établissements hein, qui se mettent à s'étendre, comme la société Krupp en Allemagne en 1811, hein, qui perce alors toujours hein, le secret britannique de l'acier fondu. Chaptal, d'ailleurs, ministre de Napoléon, fait venir James Jackson d'Angleterre à Saint-Étienne pour installer une fabrique d'acier fondu. Donc voilà, on a déjà des prémices d'échanges commerciaux qui là sont complètement volontaires d'ailleurs. Bon, ils percent le secret parce qu'en fait les Britanniques ont donné à l'époque à l'Empire prussien cette technique de l'acier fondu. Donc on a des échanges qui permettent de dire qu'on a dans le monde moderne ces premiers échanges économiques, commerciaux et de techniques de fabrication qui commencent à s'accélérer. Et ce qui vient justement à expliquer ce que c'est qu'une influence. Et on a une influence de sociétés, d'États. Alors là, c'est plutôt désormais des sociétés. Mais évidemment, à travers ces sociétés, qu'est-ce qui rayonne? C'est aussi l'État. Donc l'idée, c'est que la France maîtrise des technicités. Les Anglais en ont maîtrisé, les Allemands en maîtrisent désormais, avec Krupp, dès le 19e siècle. Tout ça pour vous revenir sur une autre définition qui est celle du soft power et de l'influence économique en fait. C'est l'explication de Joseph Nye, qui est un célèbre économiste et géopoliticien américain, donc qui lui a développé cette notion de soft power. Donc ça fait partie du soft power de diffuser un modèle culturel ou idéologique
Donc on est dans les années 70 hein, quand Joseph Nye développe cette théorie. Et on le voit, on l'a vu, hein, avec bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée américaine et puis l'implantation de la culture américaine, hein, avec soit un réseau d'écoles, là en l'occurrence c'était la diffusion du cinéma américain, des produits culturels américains, et pour ça que Joseph Nye nous dit il y a quand même une très très forte volonté des États de diffuser son style de vie et d'imposer sa culture. Ça fait partie pour lui, c'est une façon inhérente en fait de développer euh, voilà, sa puissance et de développer aussi au niveau économique une sorte d'expansion. Là, Joseph Nye nous parle aussi d'un autre phénomène qui s'appelle le sharp power, qui il le met en contexte avec la Chine, qui, c'est là où Joseph Nye nous dit, pour le sharp power, c'est plutôt une contrainte de dire attention, si vous ne respectez pas notre État, nous vous fermons des barrières. Voilà, bon, des exemples ont été pris tout récemment sur une critique de la politique de la Chine sur Hong Kong, et dans le sharp power qu'imposerait la Chine, il y aurait bien sûr un contrebalancement en fermant des barrières à l'importation de produits ou au développement de la culture américaine en Chine. C'est-à-dire que la Chine était intéressée pour accueillir notamment du basket américain, du NBA, et voilà, parce que la Chine est aussi très forte dans ce sport-là, et il y avait normalement un accord pour qu'il y ait du championnat sur Hong Kong, et puis voilà, suite à un athlète américain qui a contesté la politique chinoise sur Hong Kong, ouais, l'accord n'a pas dû être passé, et même la NBA a dû s'excuser auprès du gouvernement chinois. Donc vous voyez, il y a le soft power, donc cette avancée, l'influence économique, l'influence culturelle d'empire ou d'État, et puis maintenant selon ce théoricien, le sharp power chinois qui viendrait mettre peut-être un frein à certains échanges commerciaux. Des questions avant de... Alors c'est vrai que la deuxième partie de ce matin était un peu technique. Oui, pardon. Oui, alors nous n'avons pas de questions encore, n'hésitez pas, si vous avez des questions suite à la présentation de Vincent, à les poser dans le chat. Alors J'en profite. Ouais, vas-y Vincent. c'est vrai que là, on a fait une partie très historique qui évidemment parce qu'on va pas pouvoir, je crois qu'on termine à midi, c'est ça, euh, que l'on va pas pouvoir développer, mais effectivement, tout ce dont on vient de parler se remarque, en tout cas dans les politiques actuelles, dans les politiques que l'on connaît de souveraineté. Je vous parlais de la situation post-Covid et la protection des secteurs sensibles. Là, on rentre dans une technicité, dans des normes, des lois, des décrets qui ont été passés. Et bon, en tout cas, je vais essayer au moins sur une minute d'expliquer, en tout cas, le lien entre l'histoire et puis désormais une technicité beaucoup plus grande, une normalisation beaucoup plus importante avec on légifère désormais sur la protection de notre souveraineté, suite justement à l'épisode du Covid qui permet de réinstaller une politique de contrôle et de souveraineté de secteurs sensibles. Peut-être avons trop été euh, dans cette espérance que les échanges économiques étaient vertueux, mais on s'est aperçu que suite à une crise, que ce soit la crise actuelle en Ukraine ou la crise du Covid, nous étions en capacité de générer nous-mêmes notre propre production sur des produits dits sensibles. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et les choses vont encore plus vite à l'heure actuelle avec la robotique, l'intelligence artificielle, d'où dès le Covid, on a appliqué dès le 11 octobre 2020, voilà, il y a une action de l'État en ce domaine qui reprenait déjà un décret ancien
dit décret Montebourg, pour protéger en fait les secteurs sensibles d'investissement étrangers. Hein. Donc on a abaissé le seuil de regard de ces investissements qui est passé de 25% à 10%. Donc dans les secteurs de la défense, de l'énergie, de l'agroalimentaire, santé publique, de la recherche, on a évidemment et actuellement une coopération européenne qui est rentrée dès le 11 octobre en œuvre. On a des échanges avec la Commission européenne pour regarder les dossiers d'investissement étranger, puisque on parlait, et on va en parler pendant le cours du 28-29, de captation d'entreprises. On a eu le cas avec, vous savez, la carte à puce, les cartes bancaires, voilà, technologie qui a été captée par des entreprises américaines il y a quelques années. Et la société s'appelait J'aime Plus et elle a été vidée de son sens et puis ensuite installée aux États-Unis avec une technologie qui est partie d'Europe vers les États-Unis. Donc pour se protéger de tous ces phénomènes dont on a parlé dès l'entrée du webinaire, en 2021 d'ailleurs, on a eu dans les secteurs des biotechnologies des volontés d'investissement étranger et ça représente 26% des dossiers qui ont été vus au niveau du ministère de l'économie. Vous voyez que la biotechnologie devient un nouveau secteur d'enjeux économiques très forts et de souveraineté. Hein. Et vous voyez d'ailleurs l'arrêté du 10 septembre 2021 relatif aux investissements étrangers en France a introduit les technologies intervenant dans la production d'énergie renouvelable également dans la liste des technologies critiques. Alors, ce décret, pour conclure, concerne les entreprises qui sont cotées. Alors, la question qu'on peut se poser quand même, c'est quid des PME non cotées? Alors, on a le cas de Photonis, une entreprise de Corrèze, où un fonds américain, Teledyne, souhaitait racheter cette entreprise et finalement, bon, c'est une PME qui est non cotée, mais le regard du préfet, de la préfecture, des services de l'État ont permis de bloquer le rachat de Photonis par Teledyne. Alors Photonis, c'était une entreprise du secteur de la défense qui avait une connaissance très fine du fonctionnement des photons pour voilà, développer évidemment toutes les technologies d'optronique, de vision nocturne, au niveau du secteur de la défense. Vous voyez, un secteur sensible mais là, l'État est intervenu en tout cas pour protéger cette petite PME sous-traitante hein, d'autres grandes entreprises. Mais c'est vrai que voilà, dès le Covid, vous voyez que on est proactif, l'État, pour protéger les entreprises, pour protéger le patrimoine et le savoir-faire français. Donc voilà ce que je voulais vous exposer ce matin, c'est-à-dire ce lien entre l'histoire hein, qui revient et puis avec vous voyez ces empires qui contractent leur protection puis qui après s'ouvrent sur le monde comme l'empire britannique hein, voilà qui protège sa souveraineté alimentaire puis finalement qui fait baisser les barrières douanières sur les produits agricoles avec la fin des corn laws. Et on a toujours ce jeu de va-et-vient quelque part sur la souveraineté. Le général de Gaulle en 58, souveraineté nucléaire, souveraineté aéronautique avec aérospatiale, Ariane Espace, etc. Souveraineté numérique avec Bull, la société Bull qui naît dès le début de la Ve République dans les années 60. Bon, racheté par IBM, mais ça c'est une autre histoire. Et vous voyez ce jeu de va-et-vient, de contrôle et de perte de souveraineté. C'est ça qui est intéressant en tout cas dans le cours du 28-29, c'est regarder tous ces éléments et puis de revenir. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout noter, les différents aspects que l'on verra. Hein. Donc il y a 7 thèmes, il y a 7 parties et dans ces parties-là, bien sûr, on développera très largement. En 2 jours, on aura le temps. Voilà, vous voyez la suite du cours. Je vous en montre pas plus. Voilà, on le verra le 28 et le 29. Hein. Je voulais vous parler d'industrie, de transition écologique et numérique. Vous voyez. J'en profite pour ajouter que la plaquette de la formation est disponible dans les liens attachés, dans les documents en haut Ok, super. à Bah, côté merci du chat. Arthur. Ouais, Et, voilà, ça permet de rentrer dans le détail. Ouais. et pour conclure, je pense que tu peux quand même te rendre sur la dernière slide, Vincent, où on a le contact Exact. justement de Virginia, qui s'occupe de la commercialisation et des inscriptions pour la formation.
Voilà, Ouais. Virginia, oui. N'hésitez Donc, pas. Bah, ouais. si, voilà, j'espère que, en tout cas, ça va aiguiser votre curiosité et amener des questions. Alors, n'hésitez pas, voilà, à intervenir, évidemment, si Dans le chat, j'ai mis un lien vers le booking de Virginia, sur lequel vous pouvez planifier un rendez-vous téléphonique pour plus d'informations et pour pour planifier vos inscriptions. super. Bah, merci Arthur. Vous voyez, bon, là, ce matin, j'ai été un peu gourmand. Vous voyez, je voulais continuer sur l'état du droit et sur tous les objectifs justement de loi sur la transition écologique. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces nouvelles normes, ces nouvelles volontés correspondent bien à une volonté de souveraineté? On pourra le voir qu'il y a des produits, des choses qui se passent qui malheureusement vont nous obliger quand même à importer des matériaux critiques. Bon, bref, on pourra y revenir pendant plus longuement, évidemment, 28-29. Et puis, n'hésitez pas à joindre Virginia pour vous inscrire. Voilà, je vous remercie encore de votre écoute, votre amabilité. Et puis, j'espère que voilà, ça a permis de vous voilà, initier à cette matière dont on ne parle peut-être pas assez souvent et voilà, qu'il faut évidemment diffuser et faire connaître au sein de vos entreprises et autour de vous. Merci Vincent. Merci à vous. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.